Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Un millionnaire a vu une femme sans abri jouer la chanson de son amour d'enfance et a été choqué de découvrir qui elle était. Profitez de l'histoire, tout le monde. William Carter marchait rapidement sur le trottoir lorsqu'il l'a entendu. Le son d'un piano, il s'est arrêté net. La mélodie traversait la ville comme une flèche, le frappant là où il s'y attendait le moins, dans un souvenir qu'il avait enfoui depuis des années. Ça ne pouvait pas être vrai, mais c'était bien cette chanson, celle que la fille qu'il aimait jouer lorsqu'ils étaient jeunes, la chanson la plus belle et la plus triste de sa vie. William a regardé tout autour de lui pour trouver d'où venait le son, et il l'a vu, un piano public sur le trottoir près d'un cinéma fermé. Une femme était assise là, jouant les yeux fermés. Ses vêtements étaient sales et usés, ses chaussures trouées, mais ses mains jouaient du piano d'une manière qui faisait battre son cœur plus vite. William pouvait à peine respirer. Tout autour de lui s'est tu. Il a traversé la rue sans regarder les voitures, comme hypnotisé. Cette posture, cette façon d'incliner le cou, le léger tremblement de ses mains, il connaissait tout cela. En s'approchant, il en a été certain. C'était elle, Emily Thompson. Elle ne l'avait pas encore vue. Elle continuait de jouer, perdue dans la musique, mais William était pétrifié. Une partie de lui voulait toucher son épaule. Une autre voulait remonter le temps. La fille de ses rêves était maintenant une femme qui avait souffert, presque invisible, cachée sous la saleté et l'abandon. Emily, sa voix est sortie basse, à peine un murmure. Elle a arrêté de jouer immédiatement. Le silence, comme si le monde entier s'était arrêté. Elle a ouvert les yeux. William a vu son expression changer en quelques secondes, surprise, incrédulité, puis panique. « Emily, c'est moi. »« William. »« Non » a-t-elle chuchoté, s'éloignant du banc. Sa voix s'est brisée, comme si elle avait oublié comment parler. Son corps tremblait, ses yeux se sont remplis de larmes, mais elles n'ont pas coulé. C'était de la peur pure. « Toi, tu ne peux pas être ici. »« Attends. » William a fait un pas en avant et a tendu la main. « Je veux juste. » Mais elle s'est tournée et a couru, comme si le voir était la pire chose au monde, comme si William était son pire cauchemar. Emily. Elle a couru sur le trottoir, trébuchant, renversant des cartons, bousculant les gens. L'écharpe sur sa tête s'est envolée dans la rue. Les gens la regardaient, perplexes, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a tourné au coin de la rue et a disparu. William a couru après elle mais s'est arrêté. Il ne pouvait pas continuer, pas après avoir vu cette peur dans ses yeux. Il est retourné au piano. Le banc était de travers. Une corde du piano vibrait encore toute seule, produisant un son étrange. William a passé sa main sur les touches. Elles étaient froides, mais les souvenirs brûlaient encore en lui. Emily, vivante, vivant dans la rue. Fuyant comme s'il était un monstre. « Ça va, monsieur » a demandé un passant. William a secoué la tête, regardant dans le vide. 17 ans sans nouvelles d'elle, 17 ans à penser qu'elle avait choisi de partir, et maintenant, comme par hasard, elle était là et fuyait comme s'il était son pire ennemi. Quelque chose n'allait pas du tout. Elle l'avait reconnu, et pourtant elle avait fui. Et si elle n'avait pas choisi de disparaître? Et si quelqu'un l'avait forcée? Cette question résonnait dans son esprit alors qu'il s'éloignait lentement. Un événement important l'attendait à proximité, mais maintenant plus rien d'autre ne comptait, car une chose était claire. Emily jouait toujours cette chanson, et peut-être détenait-elle encore la vérité sur ce qui s'était vraiment passé. William est rentré chez lui et n'a pas pu arrêter de penser à Emily. Pourquoi avait-elle fui ainsi? Pourquoi cet air effrayé? Il s'est assis dans son bureau, et les souvenirs l'ont submergé. Il y a 17 ans, Brooksville, une petite ville à la campagne. « William, attends-moi » appelait Emily, courant après lui sur le chemin de l'école. Ils avaient 12 ans, meilleurs amis depuis toujours. « Pourquoi es-tu si lent » riait-il, s'arrêtant pour l'attendre. « Parce que mes jambes sont courtes » répondait-elle, essoufflée. Ils passaient tous les après-midi ensemble, à parler sous le chêne dans le parc. Elle rêvait de jouer du piano. Il rêvait de posséder sa propre entreprise. « Un jour, on quittera cette ville » disait Emily. « Oui » acquiesçait William, ensemble. À 15 et 16 ans, l'amitié s'est transformée en amour, premier baiser timide, première promesse. « Quand j'aurai 18 ans, on s'enfuira » murmurait William, tenant sa main. « Ou Chicago, New York, n'importe où lo indici. » Promis? Je te le promets. À 17 et 18 ans,
Les plans sont devenus sérieux. William travaillait à la station-service. Emily donnait des cours de piano aux enfants. Chaque centime était économisé pour leur évasion. On a presque 2000 $, a dit William un après-midi. Vraiment? Les yeux d'Emily s'illuminaient. Encore quelques mois, et on quittera cet endroit pour de bon. C'était un amour innocent, un amour vrai. Mais est arrivé ce matin terrible. William s'est réveillé excité, c'était le jour où ils allaient s'enfuir. Il s'est précipité à la banque. Le compte était vide. Les 2 $ avaient disparu. Désespéré, il a couru chez Emily. La maison était vide. Madame Hélène l'a appelé la voisine. « William, mon cher, où est Emily ? Elle est partie tôt ce matin avec un homme dans une voiture de luxe. » Quel homme ? Je ne sais pas, mais elle avait une grosse valise, et elle avait l'air heureuse. William a senti son monde s'écrouler. Vous êtes sûr ? Certaine, mon garçon. Elle lui a tendu une enveloppe. À l'intérieur, une note écrite de la main d'Emily. « William, je suis désolé. J'ai rencontré quelqu'un qui peut m'offrir une meilleure vie, une vie que tu ne pourrais jamais me donner. J'ai pris l'argent parce que j'en ai besoin. Ne viens pas me chercher. C'est mieux pour nous deux. Emily. » Ce souvenir brûlait encore comme de l'acide. William a passé des années à croire qu'Emily n'était avec lui que pour ce qu'il pouvait lui offrir, qu'elle avait attendu qu'il économise assez d'argent pour s'enfuir avec quelqu'un de plus riche. Mais maintenant, la voir ainsi n'avait aucun sens. Si elle voulait de l'argent, pourquoi vivait-elle dans la rue? Et pourquoi avait-elle si peur de le voir? William a pris son téléphone et a appelé James, son détective privé. J'ai besoin que vous trouviez des informations sur quelqu'un. Binzoa. M. Carter. Emily Thompson, 32 ans. Elle vit dans la rue ici à Chicago. Une idée par où commencer? Elle a disparu de Brooksville il y a 17 ans. Je veux tout savoir sur ce qui s'est passé. Quand en avez-vous besoin? Hier? William est resté éveillé toute la nuit à penser à ses yeux verts remplis de peur. Le lendemain matin, James a appelé tôt. M. Carter, j'ai trouvé des informations sur Emily Thompson. Dites-moi tout. Elle a vraiment disparu de Brooksville il y a 17 ans, mais, monsieur, il y a quelque chose de très étrange. Quoi donc? Quelques jours après sa disparition, une tragédie familiale s'est produite. William est resté silencieux. Quel genre de tragédie? Ses parents sont morts, M. Carter, et elle a disparu à peu près au même moment. Le téléphone a presque glissé de la main de William. Comment sont-ils morts? Je continue d'enquêter, mais une chose est claire. Emily Thompson n'a pas quitté Brooksville de son plein gré. Que voulez-vous dire? Elle s'est enfuie, monsieur. Quelqu'un l'a forcée à disparaître. William a passé 3 jours à chercher Emily dans les rues de Chicago. Il a visité chaque refuge, chaque église, chaque endroit où les sans-abri pourraient dormir. Il montrait sa vieille photo à quiconque voulait bien regarder. Le 3e jour, une bénévole dans un refuge communautaire du sud de la ville l'a reconnue. « Oh, vous parlez de la pianiste » a dit la femme, une dame âgée aux cheveux gris. « Elle dort ici parfois. » Pianiste? Elle joue du piano pour les enfants pendant le dîner. Elle a une voix magnifique aussi. Les gens s'arrêtaient pour écouter. Le cœur de William s'est accéléré. Est-elle ici maintenant? Non, mais elle arrive généralement en fin d'après-midi. Voulez-vous attendre? William a regardé sa montre. 14h. Oui, je vais attendre. Il s'est assis sur un banc à l'extérieur, et y est resté pendant 4 heures. Chaque personne qui passait faisait battre son cœur plus vite. Chaque silhouette féminine au coin de la rue le faisait se lever. À 18h30, il l'avouait. Emily marchait lentement sur le trottoir, portant un sac plastique déchiré. Ses cheveux étaient attachés avec un vieil élastique. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, mais elle marchait la tête haute, comme si elle conservait encore sa dignité. William s'est levé. Elle l'a vu à environ 10 mètres. Elle s'est arrêtée immédiatement. Emily, non, sa voix était ferme, mais il a remarqué le tremblement. Ne fais pas ça. Je veux juste parler. Il n'y a rien à discuter. Elle a essayé de le contourner pour entrer dans le refuge, mais William s'est déplacé et lui a bloqué le passage. S'il te plaît, 5 minutes, Emily. Je sais qu'il s'est passé quelque chose avec tes parents. Elle s'est figée. Ses yeux verts se sont remplis de larmes, mais son visage s'est encore durci. Tu ne sais rien. Alors dis-moi pourquoi. Sa voix s'est élevée. Pour que tu te sentes mieux? Pour apaiser ta conscience? Quelle conscience? Tu m'as oublié, William. Tu as continué ta vie.
Tu es devenu riche, prospère, comme tu l'avais prévu. Je ne t'ai jamais oublié. Pas une seule fois. Menteur. William s'est rapproché. Si je t'avais oublié, je ne serais pas ici. Emily l'a fixé pendant quelques secondes. Ses yeux montraient de la colère, de la douleur, de l'épuisement, comme si elle menait une bataille intérieure. « Qu'est-ce que tu veux de moi » a-t-elle demandé doucement. « Je veux t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Emily, tu vis dans la rue. Et alors ? Laisse-moi te mettre dans un hôtel ou un appartement. Tu n'as pas à vivre comme ça. » L'expression d'Emily a changé en un instant. La tristesse s'est transformée en fureur. « Tu penses que j'ai besoin de ta charité ? Ce n'est pas de la charité. C'est quoi ? De la pitié ? De la culpabilité ? C'est de l'amour. » Le mot est sorti avant que William ne puisse réfléchir. Emily a reculé comme si on l'avait giflé. « De l'amour » Elle a ri, mais sans humour. « Tu ne m'aimes pas. Tu aimes le souvenir de celle que j'étais, la fille naïve qui croyait en tes promesses. Emily, cette fille est morte il y a 17 ans. Ce que tu vois maintenant est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a appris à survivre seul, quelqu'un qui n'a besoin de personne. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Pas moi. » Elle a essayé de passer à nouveau, mais William lui a tenu le bras, pas fort, juste assez pour la faire arrêter. « Lâche-moi » a-t-elle dit, regardant sa main. Désolé. Il l'a lâchée immédiatement. « J'ai juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Pourquoi ? Parce que cette note, ce n'était pas toi. Emily s'est figée. « Qu'est-ce que tu veux dire ? L'écriture, la façon dont c'était écrit, ce n'était pas toi qui l'avais écrit. Tout, est-ce faux ? Non, je te connaissais mieux que quiconque au monde. Tu n'aurais jamais utilisé ces mots. Tu ne m'aurais jamais fait mal comme ça. Les gens changent, William. Pas à ce point. » Emily a secoué la tête et s'est dirigée vers la porte du refuge. « Ne fais pas ça » a crié William. « Ne fuis pas encore. » Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. « Y'en est pas fouille. » Alors que s'est-il passé ? J'ai quitté. C'est différent. Pourquoi ? Emily s'est enfin retournée. Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix restait ferme. Parce que parfois, partir est le seul moyen de protéger ceux qu'on aime. Elle est entrée dans le refuge et a fermé la porte. William est resté sur le trottoir pendant plus d'1 heure. Ces derniers mots tournaient dans son esprit, pour protéger ceux qu'on aime. Protéger de quoi ? De qui ? Il est rentré chez lui, déterminé à découvrir la vérité. Il a appelé James. « Je veux que vous enquêtiez sur tout ce qui concerne la famille Thompson. Je veux savoir qui étaient leurs ennemis, qui avait une raison de leur faire du mal. Je suis déjà dessus, M. Carter. Et enquêter aussi sur ma propre famille. Je veux savoir dans quel genre d'affaires mon père était impliqué à l'époque. Monsieur ? Faites ce que je vous demande. » William a raccroché et s'est versé un whisky. Il y avait quelque chose de plus grand derrière tout cela, quelque chose qui les avait séparés, et il allait découvrir quoi. Mais ce que William ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, dans un bureau luxueux de l'autre côté de la ville, un homme en costume coûteux regardait des photos prises par un détective privé, des photos de William discutant avec Emily devant le refuge. « Intéressant » a murmuré Antonio Moretti, rival commercial de William depuis des années. « Très intéressant. » Il a pris le téléphone et a composé un numéro. « C'est moi. J'ai des informations qui pourraient t'intéresser. » « Quelles informations ? » La voix à l'autre bout était dure. « À propos du mariage de ton fils avec ma fille. » « Et alors ? » Il semble que William Carter ait retrouvé un fantôme du passé, et ce fantôme pourrait ruiner tous nos plans. À l'autre bout de la ligne, Edward Carter est resté silencieux. « Que veux-tu dire ? » La fille est vivante, Edward. La fille qui a failli détruire l'avenir de ton fils est vivante, et ils se sont retrouvés. C'est impossible. J'ai les photos sous les yeux. Veux-tu que je te les envoie ? Emily Thompson est morte dans l'incendie. Apparemment pas. Et si William découvre la vérité sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là ? Il ne le découvrira pas. Tu en es sûr ? Edward Carter a raccroché, en sueur, car il savait exactement ce qui s'était passé cette nuit-là, et si William le découvrait, ce ne serait pas seulement le mariage arrangé qui serait en danger, ce serait toute la fortune de la famille Carter. William n'a pas pu dormir. Il a passé la nuit à faire les 100 pas dans son bureau, pensant aux mots d'Emily, pour protéger ceux qu'on aime. À 6 heures du matin, il n'en pouvait plus. Il a pris ses clés de voiture et s'est rendu à la demeure de son père. Edward Carter vivait dans une immense propriété en périphérie de Chicago,
Une maison qui ressemblait plus à un château, entourée de jardins parfaitement entretenus et d'une haute clôture qui tenait le monde à distance. William a sonné à la porte avec insistance jusqu'à ce que le majordome réponde. « Monsieur William, il est 6h30 du matin. J'ai besoin de parler à mon père maintenant. Il dort encore, monsieur. Alors réveillez-le. » Le majordome a hésité, mais il connaissait William depuis des années. Il savait que lorsqu'il était déterminé, mieux valait ne pas discuter. « Entres. Je vais l'appeler. » William a attendu dans le salon, faisant les 100 pas nerveusement entre les meubles coûteux. Des portraits de famille décoraient les murs, des photos de 3 générations de la famille Carter, tous avec des sourires faux et des poses orchestrées. Edward est apparu 15 minutes plus tard, portant une robe de chambre en soie et l'air agacé. « William, que fais-tu ici à cette heure? J'ai besoin de connaître la vérité sur Emily Thompson. » Edward s'est arrêté à mi-chemin dans l'escalier. « Nous en avons déjà parlé. »« Non, tu m'as menti, et je veux savoir pourquoi. »« Je ne t'ai pas menti. Yatoy protégé. »« Protégé de quoi ?» Edward a descendu le reste des escaliers lentement, comme s'il gagnait du temps pour réfléchir. « Assieds-toi, a-t-il dit, pointant le canapé. « Je préfère rester debout. »« William, tu ne comprends pas la situation à laquelle j'étais confronté à l'époque. Alors explique-moi. » Edward a soupiré et s'est versé une tasse de café que le majordome avait apporté. Cette famille était dangereuse. Dangereuse comment? Le père d'Emily, George Thompson, était mêlé à de mauvaises personnes. Des dettes de jeu, des prêts d'usuriers. Il devait beaucoup d'argent à des gens qui ne pardonnent pas. William a froncé les sourcils. Quel rapport avec Emily? Elle était au courant des affaires de son père, et plus important encore, elle connaissait les nôtres aussi. Quelles affaires? Edward a hésité. À l'époque, j'élargissais l'entreprise, concluant des accords avec des investisseurs internationaux. Certains de ces investisseurs utilisaient des méthodes douteuses. Quel genre de méthode, William? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que si Emily était allée voir les autorités, toute notre famille aurait été ruinée. Elle n'aurait jamais fait ça. Tu ne peux pas en être sûr. Je la connaissais. Tu étais un gamin amoureux, a crié Edward, frappant du poing sur la table. Tu ne voyais pas les choses clairement. William s'est rapproché de son père. Qu'est-ce que tu lui as fait? Nous n'avons rien fait. Nous nous sommes juste assurés qu'elle ne causerait pas de problème. Comment? Edward s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Nous l'avons convaincu de partir. Convaincu comment? William, laisse tomber. C'était il y a 17 ans. Comment l'avez-vous convaincu? Nous lui avons offert de l'argent pour quitter la ville et ne jamais revenir. William a senti son sang bouillir. Vous l'avez acheté? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Edward s'est retourné, le visage rouge. Elle a pris l'argent, pris $50 et a disparu de la ville. Si elle t'aimait vraiment, elle n'aurait pas fait ça. Ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Nous lui avons offert de l'argent, et elle l'a pris tout de suite. William a secoué la tête. Non, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. William, elle a dit qu'elle partait pour me protéger. Me protéger de quoi? Edward est resté silencieux longtemps. De ce qui aurait pu t'arriver si elle était restée. Quel genre de choses? Les gens à qui son père devait de l'argent ont découvert votre relation. Ils allaient t'utiliser pour faire pression sur notre famille. Que veux-tu dire? Ils prévoyaient de t'enlever ou pire pour nous forcer à payer les dettes de George Thompson. William s'est assis sur le canapé, abasourdi. Et tu as dit ça à Emily? Nous lui avons expliqué la situation. Nous lui avons dit que si elle t'aimait vraiment, elle ferait tout pour te garder en sécurité, et elle a accepté de partir? Oui, mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? William a regardé son père dans les yeux. Vous avez fait quelque chose pour vous assurer qu'elle ne revienne jamais. Edward a détourné le regard. Qu'est-ce que vous avez fait? William s'est levé, élevant la voix. Nous avons être créé de fausses preuves. Quel genre de preuves? Des documents montrant qu'elle t'avait volé de l'argent, qu'elle était impliquée dans les affaires douteuses de son père. Vous l'avez piégée? Nous avons protégé notre famille. Vous avez détruit sa vie. Nous avons sauvé la tienne. William faisait les 100 pas dans la pièce, essayant de tout assimiler. Où est-elle maintenant? Comment le saurais-je? C'était il y a 17 ans. Elle est ici à Chicago, vivant dans la rue. Edward a blêmi. C'est impossible. Pourquoi est-ce impossible? Parce qu'elle était censée être morte dans l'incendie avec ses parents. William s'est figé. Quoi? Rin, y'en a rindit? Tu savais pour l'incendie. William.
Tu savais que ses parents étaient morts. Edward s'est assis lourdement dans un fauteuil. Ce n'était pas notre faute. Qu'est-ce qui n'était pas votre faute? L'incendie. Nous n'avons envoyé personne pour faire ça. Mais vous saviez que ça allait arriver? Les gens à qui George devait de l'argent étaient à bout de patience. Quand Emily a disparu, ils se sont mis en colère, pensant que nous la cassions. Et vous n'avez pas averti la famille Thompson? Ce n'était pas notre problème. William a regardé son père comme s'il voyait un étranger. Vous êtes des monstres. Nous avons fait ce que nous devions faire pour protéger notre famille. Et Emily? Comment a-t-elle survécu? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'était pas chez elle quand l'incendie s'est produit. Et depuis, elle vit comme une fugitive, pensant que vous la tuerez si vous la retrouvez. Edward n'a pas répondu. William s'est dirigé vers la porte. Où vas-tu? Loin de toi. William, tu ne peux pas changer le passé. Mais je peux faire quelque chose pour le présent. William est parti, claquant la porte derrière lui. Il a conduit dans la ville sans destination, essayant de donner un sens à tout ce qu'il venait d'apprendre. Sa propre famille avait détruit la vie de la femme qu'il aimait le plus. Ils avaient piégé Emily, lui avaient fait croire qu'elle était en danger, avaient laissé ses parents mourir, et pendant 17 ans, il avait cru qu'elle l'avait trahi. À 20h, il conduisait sans but dans le centre-ville quand il a vu une pancarte, de Underground, Music Live. C'était un petit bar, un peu caché dans une rue latérale. William a entendu de la musique de piano, exactement comme celle qu'Emily jouait autrefois. Il s'est garé et est entré. L'endroit était sombre et rempli de fumée de cigarettes. Quelques tables éparpillées, un petit bar au fond, et un vieux piano dans un coin. Et elle était là, Emily, assise au piano, jouant un morceau triste qu'il ne reconnaissait pas. Elle portait une robe simple, probablement empruntée. Ses cheveux étaient détachés, tombant sur ses épaules. Même dans la faible lumière du bar, elle était magnifique. William s'est assis à une table à l'arrière où elle ne pouvait pas le voir. Il y avait environ 15 personnes dans le bar. La plupart ne prêtaient même pas attention à la musique, mais Emily jouait comme si elle était complètement seule au monde. Quand elle a fini la chanson, quelques personnes ont applaudi. Un homme corpulent, derrière le bar lui a fait signe. Encore 2 chansons, et on a un accord, a-t-il crié. Emily a hoché la tête et a commencé une autre chanson. William a remarqué qu'elle était pâle, très pâle, et bien trop maigre. Pendant la 2e chanson, elle a raté quelques notes. Elle a secoué la tête, comme si elle avait un vertige. Puis, dans la 3e chanson, c'est arrivé. Emily était au milieu d'un passage difficile quand ses mains ont commencé à trembler. Elle a arrêté de jouer et a touché son front. Désolée, a-t-elle dit doucement. J'ai juste besoin d'une seconde. Elle a essayé de se lever du banc du piano et s'est effondrée. Elle est tombée au sol comme une poupée de chiffon. Emily, a crié William, sautant de la table. Il a couru vers elle, écartant les gens qui se pressaient autour. Elle était inconsciente, respirant difficilement. Appelez une ambulance, a-t-il crié au propriétaire du bar. Et, vous êtes qui? A demandé l'homme. Appelez cette foutue ambulance. William a pris Emily dans ses bras. Elle ne pesait presque rien. Son corps était froid. Quand a-t-elle mangé pour la dernière fois? A-t-il demandé au patron du bar. L'homme a haussé les épaules. Je ne sais pas. Elle vient juste ici pour jouer. Ce n'est pas mon problème. William a regardé le visage pâle d'Emily. Ses lèvres étaient presque violettes. Elle mourait de faim, et il avait passé 17 ans à penser qu'elle s'était enfuie avec quelqu'un d'autre. Quand l'ambulance est arrivée, William est monté avec elle. Êtes-vous un parent? A demandé l'ambulancier. William a regardé Emily, inconsciente sur la civière. Je suis la seule famille qu'elle a. Emily s'est réveillée dans une pièce qu'elle ne reconnaissait pas. La première chose qu'elle a vue était le haut plafond avec des moulures décoratives. Puis elle a remarqué l'immense lit dans lequel elle était allongée, avec des draps en coton égyptien qui coûtaient plus que ce qu'elle gagnait en un mois. Elle s'est redressée, surprise. Où suis-je? Chez moi. La voix de William venait de la porte. Il était appuyé contre l'encadrement, tenant une tasse de café. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon sombre. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Comment suis-je arrivé ici? Emily a tiré le drap jusqu'à son cou. Tu t'es évanoui au bar, malnutrition sévère, selon le médecin. Quel médecin? Le docteur Harper. Je l'ai payé pour venir t'examiner ici. Emily a essayé de se lever mais a eu un vertige. Je dois partir. Pour aller où? T'évanouir dans un autre bar. Ça ne te regarde pas. Maintenant, si.
Emily l'a fusillé du regard. Non, ça ne l'est pas. Tu ne peux pas m'enlever et m'amener chez toi. Je ne t'ai pas enlevé. Je t'ai sauvé. Je n'ai pas demandé à être sauvé. William a soupiré et est entré dans la pièce. Emily, tu as failli mourir. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? Je mange. Un morceau de pain par jour, ce n'est pas manger. Comment sais-tu ce que je mange? Parce que je te connais, et parce que ça se voit rien qu'en te regardant. Emily est sortie du lit, se tenant au mur. Où sont mes vêtements? La femme de ménage les a pris pour les laver. Ils en avaient besoin. Alors donne-moi quelque chose à porter, et je partirai. Non. Comment ça, non? Tu ne pars pas tant que tu n'es pas rétabli. Emily s'est avancée vers lui, en colère. Tu ne peux pas me retenir ici. Je ne te retiens pas. Je prends soin de toi. Je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. Si, tu, as besoin. Tu es littéralement en train de mourir de faim. Et alors? C'est ma vie. Pas quand je peux l'empêcher. Ils se sont regardés pendant quelques secondes, tous deux respirant lourdement. Pourquoi fais-tu ça? A demandé Emily, plus doucement. Parce que. William a hésité, parce que je tiens encore à toi. Non, tu ne tiens pas à moi. Tu tiens à ta conscience. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu veux te sentir mieux par rapport au passé. Emily, j'ai découvert certaines choses. Je ne veux pas savoir. À propos de ce qui s'est vraiment passé, à propos de ma famille, à propos de tes parents. Emily a blâmé. Ne parle pas de mes parents. Ils sont morts dans l'incendie, n'est-ce pas? Arrête. Et tu as dû fuir parce que tu pensais que ma famille te tuerait aussi. Arrête. Mon père m'a tout raconté, à propos de l'argent qu'ils t'ont offert, à propos des menaces. Emily s'est assise sur le bord du lit, tremblante. Tu ne sais rien. Je sais que tu ne m'as pas trahi. Je sais qu'on t'a forcé à partir. Et alors? Ça change quoi? Ça change tout. Non, ça ne change rien. Emily a levé les yeux, plein de larmes. Mes parents sont toujours morts. J'ai continué à fuir pendant 17 ans. Et tu as continué à penser que j'étais une traîtresse. William s'est agenouillé devant elle. Emily, je suis désolé. Si j'avais su, si tu avais su, quoi? Aurais-tu affronté ta famille? Aurais-tu abandonné ton avenir pour moi? Oui? Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, ça ne l'est pas, parce que tu as choisi de les croire. Tu as choisi de croire que j'étais capable de te trahir. Tu as choisi de croire que j'étais seulement avec toi pour l'argent. William a baissé la tête. Tu as raison. J'ai choisi de croire la version la plus facile. Et maintenant quoi? Tu veux tout réparer? Faire de moi ton projet de charité? Non. Je veux juste que tu restes ici jusqu'à ce que tu ailles mieux, et ensuite tu décides ce que tu veux faire. Emily l'a étudié longtemps. Quelques jours, juste jusqu'à ce que je me sente mieux. Merci. Mais j'ai des conditions. Vas-y. D'abord, tu n'essaies pas de me convaincre de quoi que ce soit. Ne parle pas du passé. N'essaie pas de me faire pardonner à ta famille. D'accord. Deuxièmement, quand je dis que je vais mieux, tu me laisses partir. Pas de questions, pas de suivi, pas d'essai de me retrouver. William Riechité. Troisièmement, ça ne signifie rien. Tu ne me sauves pas. Tu ne répares pas le passé. Je suis ici seulement parce que j'ai besoin d'un endroit pour me rétablir. Ya comprends. Et quatrièmement, tu récupères mes vêtements, lavés ou non. Ils sont en train de sécher. Je vais les chercher. William a quitté la pièce et est revenu 5 minutes plus tard avec une pile de vêtements propres. La femme de ménage a aussi acheté quelques affaires pour toi. Des sous-vêtements, quelques pièces de base. Elles sont dans le placard. Emily a pris ses vieux vêtements. Je n'ai rien demandé de tout ça. Je sais, mais tu en auras besoin. Elle est allée dans la salle de bain pour se changer. Quand elle est revenue, William était parti. Emily a regardé autour de l'appartement. Il était immense. 3 chambres, un salon, une salle à manger, une cuisine gastronomique, un bureau. Les grandes fenêtres donnaient sur le lac Michigan. Tout était coûteux, élégant, parfait, exactement le genre de vie dont ils rêvaient quand ils étaient jeunes. Dans la cuisine, elle a trouvé William en train de faire un sandwich. « Tu as faim ?» a-t-il demandé. « Un peu. »« Assieds-toi. Je vais faire quelque chose de léger. » Le médecin a dit, « Tu dois recommencer à manger lentement. » Emily s'est assise au comptoir et l'a regardé cuisiner. Ses mains bougeaient avec assurance,
comme s'il faisait ça tout le temps. Tu as appris à cuisiner? A-t-elle demandé. J'ai dû apprendre. Je vis seul depuis des années. Jamais marié? Non. Pourquoi pas? William a arrêté de couper les tomates. Je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Ou tu n'as jamais oublié la mauvaise. Il l'a regardé. Peut-être. Ils ont mangé en silence. Émilie faisait attention à manger lentement, mais elle mourait de faim. C'était le premier bon repas qu'elle avait eu depuis des semaines. C'est bon? A demandé William. Oui. Tu veux autre chose? Non, merci. Après le déjeuner, Émilie est allée au salon. Il y avait un piano à queue dans le coin, exactement comme William l'avait promis quand ils étaient jeunes. Tu joues? A-t-elle demandé. Non. Je l'ai acheté en pensant. Il s'est arrêté. En pensant quoi? Rien. J'aime juste le son. Émilie a passé ses doigts sur les touches sans les presser. C'est un bel instrument. Tu peux jouer si tu veux. Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas. Dans les jours qui ont suivi, ils se sont installés dans une routine étrange. William partait travailler le matin. Émilie restait à la maison, se reposant, lisant, regardant la télévision. Ils revenaient en fin d'après-midi, et ils cuisinaient le dîner ensemble. Ils ne parlaient pas beaucoup. Quand ils le faisaient, c'était de petites choses, le temps, les nouvelles, la nourriture. Mais il y avait toujours une tension silencieuse entre eux, des regards qui duraient une seconde de trop, des mains qui se frôlaient presque quand il se passait quelque chose dans la cuisine, des souvenirs qui planaient entre eux comme des fantômes. Le troisième jour, Émilie se sentait beaucoup mieux. Elle avait repris du poids. De la couleur était revenue sur son visage. Elle était prête à partir, mais quelque chose l'empêchait de le dire à William. Peut-être parce que, pour la première fois en 17 ans, elle se sentait en sécurité, ou peut-être parce qu'être près de lui, malgré toute la douleur du passé, faisait encore battre son cœur. Le quatrième jour, ils cuisinaient ensemble quand Émilie s'est penchée pour prendre une casserole dans le placard du bas. Quand elle s'est redressée, quelque chose a glissé de son cou et est tombé au sol avec un cliquetis métallique. William s'est baissé pour le ramasser. C'était un collier, une fine chaîne en argent avec un petit pendentif en forme de cœur. Il l'a reconnu immédiatement. C'était le collier qu'il avait offert à Émilie pour ses 6 ans, le premier cadeau qu'il avait acheté avec son propre argent. Tu as encore ça? A-t-il demandé, tenant le collier. Émilie a rougi. J'ai oublié que je le portais. Émilie, tu as gardé ça pendant 17 ans. Elle a essayé de reprendre le collier, mais William s'est éloigné. Tu l'as gardé. Ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Non. Si tu m'avais vraiment trahi, si tu étais vraiment parti juste pour l'argent, tu n'aurais pas gardé ça. Émilie a arrêté de tendre la main vers le collier. William, tu ne m'as jamais arrêté d'aimer. Des larmes ont monté aux yeux d'Émilie. Ne fais pas ça. Tout comme je ne t'ai jamais arrêté d'aimer. S'il te plaît, arrête. William s'est rapproché, tenant le collier. D'acceptance, Emily. Dis que 7 ans a porté ça. Pourquoi? Parce que je suis une idiote. Non, parce que même après tout ce qui s'est passé, même après avoir fui, même après avoir pensé que j'étais ton ennemi, une partie de toi croyait encore en ce que nous avions. Une larme a coulé sur la joue d'Émilie. Et si j'y croyais? Quelle différence cela fait-il? William lui a tendu le collier. Ça veut dire que peut-être il n'est pas trop tard pour réparer les choses. Émilie a regardé le collier, puis William, et pour la première fois en 17 ans, elle a commencé à envisager que peut-être son cœur avait raison et sa tête tort. Plus tard, Antonio Moretti était assis dans son bureau au dernier étage d'un immeuble du centre-ville de Chicago, regardant les photos prises par son détective privé, William Carter entrant et sortant de son appartement avec une femme mince aux cheveux bruns, la même femme qu'il avait portée hors d'un bar en périphérie de la ville. Antonio Assaudi. C'était exactement le genre d'information qui pourrait faire tomber William pour de bon. Laura, a-t-il appelé sa secrétaire par l'interphone, appelé ce journaliste du Chicago Tribune, celui qui me doit une faveur. Oui, M. Moretti. Antonio a pris le téléphone quand il a sonné. Mike, c'est Antonio. J'ai une histoire que vous allez vouloir. Quel genre d'histoire? William Carter, le PDG milliardaire, héberge une femme sans abri dans son appartement, une ancienne petite amie de jeunesse. Elle vit dans la rue, jouant du piano pour de l'argent. Comment le savez-vous? J'ai des photos et des témoins. Je peux tout prouver. Quel est l'angle? Pensez-y, un milliardaire au cœur froid ignore les sans-abri pendant des années,
mais dès qu'il découvre que l'un d'eux était sa douce moitié adolescente, soudain il veut jouer les héros. C'est de l'hypocrisie pure. Ça ruinera sa réputation. Et qu'est-ce que ça vous rapporte? Disons simplement que William et moi avons quelques désaccords commerciaux. Envoyez-moi les photos. Si l'histoire tient, je la publierai demain. Antonio a raccroché, satisfait, et a murmuré. William Carter pense toujours qu'il est meilleur que tout le monde. M. Parfait, le fils idéal, l'homme d'affaires modèle. Maintenant, tout le monde verra qu'il est juste comme n'importe quel homme, faible quand il s'agit d'une femme. De l'autre côté de la ville, Edward Carter tenait une réunion bien différente. Le patriarche de la famille était assis dans la bibliothèque de sa demeure avec 3 autres hommes, tous en costume sombre, tous avec des expressions sérieuses. Ça devient hors de contrôle, a dit Edward. Mon fils héberge la fille Thompson. Je pensais qu'elle était morte dans l'incendie, a dit l'un des hommes, Charles Bennett, un partenaire de longue date de la famille Carter. Apparemment pas. Et si elle commence à parler de ce qu'elle sait, que pourrait-elle savoir? Ce n'était qu'une adolescente, a dit un autre homme. C'était une adolescente intelligente, et son père a découvert beaucoup de choses avant de mourir. Edward, es-tu sûr qu'elle représente vraiment une menace? A demandé le 3e homme. Vous ne comprenez pas. Cette fille était obsédée par mon fils. Elle voulait toujours tout savoir sur notre famille, poser des questions, fouinait. Et son père essayait d'utiliser ces informations pour nous faire chanter. Alors, que veux-tu qu'on fasse? D'abord, je vais parler à William, lui faire comprendre qu'il doit rester loin d'elle. Si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas. Charles s'est penché en avant. Nous devrons prendre des mesures plus sérieuses. Edward, es-tu en train de dire? Je dis que nous devons protéger notre famille, comme nous l'avons toujours fait. Les hommes ont échangé des regards. Et le mariage avec la fille de Moretti? A demandé l'un d'eux. C'est pourquoi ça doit être réglé rapidement. Si Antonio découvre l'existence de la fille, il pourrait annuler l'accord ou l'utiliser pour nous faire chanter. Exactement. C'est pourquoi elle doit disparaître à nouveau. À ce moment précis, dans l'appartement de William, Emily était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Ça avait été un après-midi étrange. Après le moment avec le collier, ils s'étaient rapprochés mais aussi plus tendus, comme si quelque chose avait changé entre eux, mais aucun des deux ne savait exactement quoi. Emily coupait des légumes quand elle a entendu la porte s'ouvrir. « William » a-t-elle appelé. « C'est moi » a-t-il répondu, mais sa voix semblait différente, tendue. Elle est entrée dans le salon et a vu qu'il n'était pas seul. 3 hommes en costume étaient avec lui, tous plus âgés, tous avec des visages sérieux et peu amicaux. « Emily » a dit William, forçant un sourire, ce sont des partenaires commerciaux de mon père. Les hommes l'ont regardée comme si elle était quelque chose d'inférieur. Mademoiselle Thompson, a dit l'un d'eux, nous avons beaucoup entendu parler de vous. Emily a ressenti un frisson. Vous me connaissez? Nous connaissons votre famille, a répondu un autre. Nous sommes vraiment désolés pour la perte de vos parents. La façon dont il a dit désolé ne semblait pas sincère. Ça sonnait comme une menace. William, a dit Emily doucement, je vais dans la chambre. Pas besoin, a répondu William rapidement. Il s'en allait. En fait, a dit le 3e homme, nous aimerions parler avec vous deux. William s'est placé devant Emily. À propos de quoi? À propos de l'avenir, des choix, des conséquences de ces choix. Dites ce que vous voulez dire. William, tu as des responsabilités envers ta famille, ton entreprise, ton avenir. Et alors? Et mademoiselle Thompson pourrait compliquer ses responsabilités? Emily a senti son sang se glacer. C'était la même conversation qu'il y a 17 ans. Êtes-vous en train de me menacer? A-t-elle demandé. Nous ne menaçons personne, a répondu l'un des hommes avec un sourire froid. Nous clarifions simplement les situations. Sortez de chez moi, a dit William, la voix basse et dangereuse. William, ne sois pas irréfléchi. Pense à ce qui est en jeu. J'ai dit, sortez. Les hommes se sont regardés. Nous partons, mais ce n'est pas fini. Quand ils sont partis, Emily s'est assise sur le canapé, tremblante. Ils sont de retour, a-t-elle chuchoté. Qui est de retour? Les mêmes hommes, ceux qui ont forcé mon père à faire ces choses, ceux qui ont tué mes parents? William s'est assis à côté d'elle. Emily, ils ne vont rien faire. Je ne les laisserai pas faire. Tu ne comprends pas. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Et que veulent-ils? Que je disparaisse à nouveau, pour de bon cette fois. William et Princess Mains. Ça n'arrivera pas. William, tu dois comprendre quelque chose.
Ta famille, ce ne sont pas des gens normaux. Que veux-tu dire? Mon père a découvert des choses sur leurs affaires. Des choses illégales, du blanchiment d'argent, des pots de vin, des choses pires. Comment sais-tu ça? Parce que mon père me l'a dit avant de mourir. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais tout dire à la police. Et tu ne l'as jamais fait? Comment aurais-je pu? J'étais en fuite. Je pensais que la police était impliquée aussi. William s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Mon Dieu, toutes ces années. William, tu dois rester loin de moi. Ils feront quelque chose de terrible si tu ne le fais pas. Non. Comment ça, non? Je ne reste pas loin de toi, pas encore. Juste à ce moment-là, le téléphone de William a sonné. C'est mon père, a-t-il dit, regardant l'écran. Réponds. William a répondu et a mis le haut-parleur. William, où es-tu? Chez moi? J'ai besoin de te parler maintenant. Va-y. Pas au téléphone. Viens ici. Je suis occupé. William, ce n'est pas une requête. C'est un ordre. Depuis quand me donnes-tu des ordres? Depuis que tu as commencé à mettre notre famille en danger. En parlant de danger, 3 de tes sbires viennent de partir d'ici, expliquant à Emily pourquoi elle doit disparaître à nouveau. Il y a eu un long silence. William, tu ne comprends pas la situation. Je comprends parfaitement. Vous avez tué ses parents, forcé Emily à fuir, et maintenant vous voulez recommencer. Nous n'avons tué personne. Mais vous saviez que ça allait arriver, et vous n'avez rien fait pour l'empêcher. William. Viens ici maintenant. Non. Ton engagement avec Isabella Moretti sera annoncé la semaine prochaine. Tu ne peux pas ruiner ça. Emily s'est figée. Quel engagement? A-t-elle demandé doucement. William l'a regardé, paniqué dans les yeux. Papa, je n'épouse pas Isabella Moretti. Si, tu l'épouses. Tout est réglé. Le contrat est signé. Quel contrat? Le contrat pour fusionner les entreprises, la tienne et celle d'Antonio Moretti, par ton mariage. Je n'ai jamais signé ça. Je l'ai signé pour toi, en tant qu'actionnaire majoritaire. Emily s'est levée, les jambes tremblantes. William, a-t-elle chuchoté. Emily, attends, a dit William, puis il s'est retourné vers le téléphone. Papa, je ne l'épouse pas. Si, tu l'épouses, et tu vas te débarrasser de cette mendiante avant qu'elle ne ruine tout. Ne l'appelle pas mendiante. William, tu as 24 heures pour régler ça, ou je le ferai. La ligne s'est coupée. Emily s'est appuyée contre le mur, pleurant. Tu es fiancé? A-t-elle dit. Non, je ne savais rien de tout ça. Mais tu vas l'épouser. Yanner Voicepass. William, tu dois choisir. Ta famille et ton entreprise, ou moi. Je te choisis. Non, tu ne peux pas. Je te choisis. Tu as des responsabilités, des employés, des gens qui dépendent de toi. Emily, et moi, je ne suis qu'une mendiante qui est apparue dans ta vie pour tout compliquer. Tu n'es pas juste ça. Si, je le suis, et nous le savons tous les deux. Emily s'est dirigée vers la chambre. Où vas-tu? Faire mes bagages. Il est temps que je parte. Emily, ne fais pas ça. Il n'y a pas d'autre solution, William. Si, il y en a. On peut s'enfuir, comme on l'avait prévu quand on était jeune. Et ton entreprise? Tes employés? Ta vie? William est resté silencieux. Voilà, a dit Emily tristement. Tu ne peux pas m'abandonner, mais tu ne peux pas être avec moi non plus. Emily. Et je ne peux plus vivre comme ça, toujours en fuite, toujours caché, toujours causant des problèmes aux gens que j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Emily s'est arrêtée à la porte de la chambre et l'a regardé. On se dit adieu, pour de vrai cette fois. Je ne peux pas. Il les faudra. Emily est entrée dans la chambre et a fermé la porte. Dehors, William a appuyé sa tête contre le mur. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que signifiait choisir entre l'amour et le devoir, et pour la première fois, il ne savait pas quel choix était le bon. Emily a attendu que William soit endormi. À 3h du matin, elle est sortie discrètement de la chambre, portant seulement un petit sac à dos avec ses vieux vêtements. Elle a laissé les nouveaux vêtements que William avait achetés soigneusement pliés sur le lit. Ils ne lui appartenaient pas vraiment. Sur la table de la cuisine, elle a laissé une note. William, merci de m'avoir sauvé, mais maintenant je dois te sauver. Ne me cherche pas cette fois. C'est pour toujours. Emily. Elle a quitté l'appartement sans regarder en arrière. Les rues de Chicago étaient vides et froides. Emily a resserré son manteau fin autour d'elle et a commencé à marcher sans destination.
Elle n'avait ni plan, ni argent. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait rester loin de William avant que quelque chose de terrible ne lui arrive. Elle a passé les 3 jours suivants à dormir sur des bancs de parc et dans différents refuges chaque nuit. Elle évitait les endroits où elle savait que William pourrait la chercher. Le 4e jour, elle était assise sur un banc près du lac, essayant de comprendre quoi faire de sa vie, quand un homme bien habillé s'est approché d'elle. « Êtes-vous Emily Thompson » a-t-il demandé. Emily a levé les yeux. L'homme était grand, bien habillé, avec des cheveux gris soigneusement coupés. Il souriait, mais il y avait quelque chose de froid dans son sourire. « Qui le demande? Je m'appelle Antonio Moretti. Je suis un ami de William Carter. » Emily s'est tendue. « Que voulez-vous? Puis-je m'asseoir » Il a pointé le banc. « C'est un pays libre. » Antonio s'est assis, gardant une distance respectueuse. « William est très inquiet à votre sujet. »« Comment m'avez-vous trouvé ?»« William m'a demandé de l'aide pour vous retrouver. »« Il est désespéré. » Emily a étudié le visage de l'homme, méfiante. « Pourquoi vous demanderait-il de l'aide ? » ?»« Parce que j'ai des ressources, des détectives privés, des contacts dans la ville. »« Et pourquoi l'aideriez-vous ? » ?»« Parce que je me soucie du bien-être de William, et il est clair que vous êtes importante pour lui. » Emily a secoué la tête. « J'ai quitté sa vie pour de bon. Mais il ne veut pas que vous partiez. Peu importe ce qu'il veut. C'est mieux ainsi. » Antonio s'est penché en avant, sa voix s'adoucissant. « Emily, puis-je être honnête avec vous ? Allez-y. William est dans une situation compliquée. Sa famille le pousse à épouser ma fille. » Emily a ressenti une douleur dans la poitrine. « Votre fille ? Isabella ? C'est un mariage arrangé, purement financier. William ne l'aime pas. Mais il va l'épouser quand même. À moins qu'il n'ait une bonne raison de ne pas le faire. » Emily a froncé les sourcils. « Quel genre de raison ? Vous, moi ? Si William peut montrer à sa famille qu'il a quelqu'un qu'il aime vraiment, quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre, peut-être qu'ils changeront d'avis sur le mariage arrangé. Et pourquoi me dites-vous ça ? Vous ne voulez pas que votre fille l'épouse ? » Antonio a soupiré. « Je veux que ma fille soit heureuse, et elle ne le sera pas en épousant un homme qui aime quelqu'un d'autre. » Emily a réfléchi quelques secondes. « Même si c'est vrai, je ne peux pas aider William. Regardez-moi. Je suis une mendiante. Ça peut changer. » « Comment ? Laissez-moi vous aider. Un endroit où vivre, des vêtements décents, un travail, pour que vous puissiez vous tenir debout et montrer à la famille Carter que vous êtes une personne respectable. Pourquoi feriez-vous ça ? Parce que je crois en l'amour véritable, et il est clair que vous vous aimez tous les deux. » Une partie d'elle savait qu'elle devait être méfiante, mais une autre partie voulait désespérément croire qu'il y avait une chance. « Que voulez-vous en retour ? Rien, juste que vous donniez une chance à William de se battre pour vous deux. » « Je ne sais pas. Emily, vous pouvez passer le reste de votre vie à fuir, ou vous pouvez vous battre pour ce que vous voulez. » Antonio s'est levé et a sorti une carte de sa poche. « Voici l'adresse d'un hôtel. Il est déjà payé pour une semaine. Et ici, il lui a tendu une enveloppe, voici de l'argent pour que vous achetiez des vêtements et vous prépariez. » Emily a pris l'enveloppe, toujours méfiante. « Pourquoi êtes-vous si gentil ? » « Parce que je reconnais une véritable histoire d'amour quand j'en vois une. » Antonio a reculé de quelques pas, puis s'est retourné. « Oh, Emily ? Oui ? Il y a une robe dans votre chambre d'hôtel. C'est pour un dîner demain soir. William y sera. Ce pourrait être une bonne occasion pour vous deux de parler. » « Quel dîner ? Vous le découvrirez quand vous y serez. » Antonio a souri et est parti. Emily est restée immobile, tenant l'enveloppe. Tout semblait trop beau pour être vrai, mais elle était si fatiguée de fuir. Le lendemain, Emily est allée à l'hôtel. Il était élégant mais pas extravagant. La chambre était petite mais propre et confortable. Dans le placard, il y avait une robe bleu marine simple mais belle, avec des chaussures et un petit sac à main. Emily a pris une longue douche, s'est préparée et s'est rendue au dîner à l'adresse que Antonio lui avait donnée. C'était un restaurant chic. Emily se sentait déplacée parmi tous ces hommes et femmes bien habillés, mais elle a pris une grande respiration et est entrée. Un serveur l'a conduite à une table à l'arrière du restaurant. « William sera là bientôt » a-t-il dit. Emily est. « Attendu 20 minutes. » William n'est pas apparu. Elle a commencé à se sentir nerveuse quand elle a remarqué que les gens la regardaient, chuchotaient, pointaient du doigt. Elle s'est levée pour partir quand 2 agents de sécurité sont apparus à côté de sa table. « Madame, vous devez nous suivre. »« Pourquoi ? Vous êtes suspectée de vol. »« Que voulez-vous dire, vol ?
Le sac à main que vous portez a été volé dans un magasin plus tôt aujourd'hui. Emily a regardé le sac que Antonio avait laissé dans la chambre d'hôtel. Ce n'est pas vrai. Ce sac était un cadeau. Vous devrez l'expliquer au poste. Emily a été arrêtée, sous le choc. Au poste de police, elle a découvert que non seulement le sac, mais aussi la robe et les chaussures avaient été signalés volés. Quelqu'un l'avait piégée, et elle était tombée droit dans le piège. 3 heures plus tard, William a fait irruption dans le poste de police comme un ouragan. Où est-elle? A-t-il crié à l'officier. M. Carter, elle a été arrêtée pour vol. Je ne peux pas simplement la laisser partir. Combien valent ces choses qu'elle aurait soi-disant volées? Environ 300 $. William a sorti son portefeuille et a jeté un $0 sur le bureau. Maintenant, vous pouvez la laisser partir. Monsieur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si, ça l'est. Je paye pour ce qui a été volé, j'abandonne les charges, et elle sort maintenant. 10 minutes plus tard, Emily est sortie de la cellule. William, comment as-tu? James m'a appelé. Il a des contacts dans la police. Je n'ai rien volé. Quelqu'un m'a piégé. Je sais. C'était Antonio. Comment le sais-tu? Parce qu'il a fait la même chose à d'autres. C'est ce qu'il fait. Ils ont marché en silence jusqu'à la voiture de William. Emily, je suis désolé pour tout, pour ma famille, pour ce qu'ils t'ont fait, pour ne pas t'avoir protégé. William, non. Laisse-moi finir. Il s'est arrêté et s'est tourné vers elle. Je te choisis. Tu ne peux pas choisir. Si, je peux. Je vais abandonner l'entreprise, l'argent, tout. Ne fais pas ça. J'ai déjà pris ma décision. William, tu le regretteras. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu 17 ans sans toi. Emily l'a regardé dans les yeux et a vu qu'il pensait chaque mot. Et si ta famille nous pourchasse? Alors on y fera face ensemble. Et si on n'y arrive pas? Au moins, on aura essayé. William s'est rapproché d'elle. Emily, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et si tu me donnes une chance, je passerai le reste de ma vie à le prouver. Des larmes coulaient sur le visage d'Emily. Je t'aime aussi. Alors reste avec moi, pour toujours, cette fois. Emily n'a pas fui. Cette fois, quand William s'est penché pour l'embrasser, elle l'a embrassé en retour. Leur premier baiser en 17 ans, et tout ce qui s'était passé entre eux a disparu. Il ne restait que ce moment, que cet amour, l'amour qui avait survécu à tout. Le lendemain matin après le baiser, Emily s'est réveillée dans l'appartement de William, se sentant différente. Pour la première fois en 17 ans, elle n'avait pas envie de fuir. William était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Quand il l'a vue, il a souri d'une manière qui faisait battre son cœur. « Bonjour » a-t-elle dit. « Bonjour. » Ils ont pris le petit déjeuner en silence. Mais ce n'était pas un silence gênant. On aurait dit que quelque chose s'était apaisé entre eux. « Emily » a dit William après un moment, « j'ai une proposition pour toi. » « Quel genre de proposition? »« On travaille. » Emily a haussé les sourcils. « Un travail? Mon entreprise lance un nouveau projet, restaurer de vieux pianos pour les écoles publiques. C'est un programme social qui durera 1 an. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai besoin de quelqu'un qui connaît la musique, quelqu'un qui peut évaluer la valeur d'un instrument, quelqu'un pour diriger le projet. » Emily a posé sa tasse de café. « William, je ne sais rien de la gestion de projet. Mais tu sais tout sur les pianos et la musique. C'est ce qui compte. Tu inventes ce travail pour moi. » Pas du tout. Le projet est réel. Il est en préparation depuis des mois. Je n'avais simplement pas trouvé la bonne personne pour le diriger. Emily l'a regardé, incertaine. Et tu penses que je suis la bonne personne pour ça? J'en suis sûr. William, j'ai vécu dans la rue pendant des années. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Je n'ai pas d'expérience en affaires. Tu as quelque chose de mieux qu'un diplôme. Tu as une passion pour la musique. Ce n'est pas une qualification pour un travail. C'est la seule qui compte vraiment. Emily s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Pourquoi fais-tu ça? Parce que je crois en toi. Ou parce que tu veux me garder près de toi? William s'est approché d'elle. Peut être les deux. Emily s'est tournée pour lui faire face. Je ne veux pas être ton cas de charité. Tu ne l'es pas. Tu es la personne la plus qualifiée pour ce travail. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que hier soir, après que tu te sois endormi, je t'ai entendu jouer du piano. Emily a rougi. Tu m'as entendu? C'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Même après toutes ces années dans la rue,
tu joues encore comme un ange. William Emily, prends ce travail. Pas pour moi, pour toi, pour que tu puisses refaire ce que tu aimes. Emily a réfléchi longuement. Combien ça paye? 50 $ par mois. C'est beaucoup d'argent. C'est ce que n'importe quel coordinateur de projet gagnerait. Et si je ne suis pas bonne? Tu le seras. Emilia soupiré. D'accord, je prends, mais à une condition. Laquelle? Si ça ne marche pas, tu me laisses partir. Pas de drame, pas d'essai de me convaincre de rester. Marché conclu. Et une autre chose. Vas-y. C'est du travail. Ne mélange pas ça avec. Elle a pointé entre eux, avec ça. William a sorry. Comprise. Pendant les heures de travail, nous sommes collègues. Exactement. Et après le travail? Emily a rougi. On verra. Dans les jours qui ont suivi, Emily a commencé à travailler sur le projet. Au début, elle se sentait perdue dans l'environnement professionnel, réunions, tableurs, rapports, tout était nouveau pour elle. Mais quand ils ont visité la première école pour vérifier les pianos à réparer, Emily s'est animée. Ce piano a plus de 50 ans, a-t-elle dit, passant ses doigts sur les touches. Le bois est encore en bon état, mais il a besoin d'un réglage et de quelques nouvelles pièces. Vous pouvez dire tout ça juste en jouant? A demandé James, l'assistant de William. Chaque piano a une personnalité. On apprend à écouter ce qu'ils essaient de dire. William regardait Emily travailler avec un sourire. C'était comme si elle était revenue à la vie. Combien de pianos pouvons-nous restaurer avec le budget que nous avons? A-t-il demandé? Environ 20, peu, être 25 si nous pouvons obtenir de bonnes pièces d'occasion. Et combien d'écoles cela aiderait-il? Environ 10. Chaque école recevrait 2 ou 3 pianos. Parfait. Au cours des semaines suivantes, Emily s'est plongée dans le travail. Elle visitait les écoles, inspectait les instruments, coordonnait les équipes de restaurateurs. C'était comme si elle avait trouvé sa véritable vocation. Et la connexion entre elle et William se renforçait. De petits moments volés pendant la journée, des mains qui se frôlaient en passant des papiers, des regards qui duraient un peu trop longtemps. Mais Emily gardait toujours une garde émotionnelle. « Pourquoi ne me fais-tu pas confiance ?» a demandé William un après-midi après qu'elle ait refusé son invitation à dîner. « Je te fais confiance. » Non, tu ne me fais pas confiance. Chaque fois que j'essaie de me rapprocher, tu te retires. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. On dirait que tu attends que je te fasse mal à nouveau. Emily a arrêté de trier les papiers sur son bureau. Peut être parce que tu l'as déjà fait. Emily, j'étais gamin. J'ai cru ce que ma famille m'a dit. Et s'ils te disent autre chose maintenant, les croiras-tu à nouveau? Non. Comment puis-je en être sûr? William. A princess means. Parce que maintenant, je connais la vérité, et maintenant, je te choisis, pas eux. Emily l'a regardé dans les yeux, voulant le croire. William, j'essaie de te faire confiance, mais c'est difficile. Je sais, et je vais attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Et si je ne te fais jamais complètement confiance? Alors on prendra les choses un jour à la fois. Emily a presque sorry. Un jour à la fois? Oui. Pas de pression, pas de précipitation. Le vendredi suivant, Emily quittait le bureau quand elle a vu quelque chose qui l'a brisé. William entrait dans un restaurant chic de l'autre côté de la rue, et il n'était pas seul. Une belle femme blonde, bien habillée, était avec lui. Elle riait à quelque chose que William disait, et touchait son bras d'une manière familière. Emily l'a reconnue des pages de la société. Isabella Moretti, la fiancée arrangée de William. Emily est restée sur le trottoir, regardant à travers la fenêtre du restaurant. William a tiré une chaise pour Isabella. Elle lui a souri comme s'ils étaient un vrai couple. Le cœur d'Emily s'est brisé en 1000 morceaux. Il avait menti. Toutes ces semaines où il lui disait qu'il la choisissait, où il l'embrassait, où il parlait de confiance, il était toujours fiancé. Emily s'est éloignée de la fenêtre, les larmes coulant sur son visage. Elle avait été à nouveau naïve. Elle avait cru à nouveau. Elle était tombée amoureuse à nouveau, et elle avait été trahie à nouveau. Elle a pris son téléphone et a appelé William mais a raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Que dirait-elle? Qu'elle l'avait vu dîner avec sa fiancée. Il trouverait une excuse, dirait que c'était juste des affaires, que ça ne voulait rien dire, comme il l'avait dit pour tout le reste. Emily est retournée à l'appartement de William, a fait ses bagages et a écrit une note. William, je t'ai vu avec Isabella aujourd'hui. J'ai compris le message. Merci pour le travail et pour m'avoir rappelé pourquoi je n'aurais jamais dû revenir. Cette fois,
c'est pour de bon. Aimez-les. Elle a laissé les clés sur la note et est partie. Cette fois, elle n'a pas regardé en arrière, car elle était sûre que si elle le faisait, elle changerait d'avis, et elle ne pouvait pas se permettre d'être naïve une troisième fois. William est rentré chez lui à 22h ce soir-là, épuisé par le dîner le plus long et le plus douloureux de sa vie. Il a vu les clés sur la table avant même de voir la note. Quand il a lu les mots d'Emily, c'était comme un coup de poing à l'estomac. Elle l'avait vu avec Isabella et avait tiré la mauvaise conclusion. William a pris son téléphone et a appelé Emily 1 fois, 2 fois, 5 fois. Chaque appel est allé directement sur la messagerie vocale. Il a quitté l'appartement et a conduit vers tous les endroits où il pensait qu'elle pourrait être. Le refuge où il l'avait trouvée, le bar où elle jouait, le parc où ils s'étaient retrouvés. Emily avait encore disparu. William a passé toute la nuit à chercher. Le lendemain matin, il a engagé 3 détectives privés pour la retrouver. Cela a pris 2 jours. Elle était dans un hôtel bon marché à la périphérie de la ville, enregistrée sous un faux nom, mais le réceptionniste l'a reconnue grâce à la description. William a frappé à sa porte à 6h du matin, le 3e jour. « Emily, ouvre la porte. Je sais que tu es là. » Silence. « Emily, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Il n'y a rien à expliquer, sa voix venait de l'autre côté de la porte. « Si, il y a tout à expliquer. Tout ce que tu as vu était faux. Je t'ai vu dîner avec ta fiancée. Ce n'est pas ma fiancée. Arrête de mentir. Emily, ouvre cette porte, ou je la défonce. » Plus de silence, puis le bruit des verrous qui s'ouvraient. Emily est apparue à la porte. Ses cheveux étaient en désordre, et ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré toute la nuit. « Dis ce que tu as à dire et pars. » « Puis-je entrer ? » ?»« Non. »« Emily, s'il te plaît. »« Dis-le ici. » William a soupiré. Le dîner avec Isabella était arrangé pour des raisons professionnelles. Mon père l'a organisé sans me le dire. Bien sûr qu'il l'a fait. C'est vrai. Il a dit que si je n'y allais pas, il annulerait le projet de piano. Il laisserait toutes ses écoles sans musique. Comme c'est pratique. Emily, j'ai passé tout le dîner à dire à Isabella que je ne pouvais pas l'épouser, et elle était d'accord avec ça. Non, elle était furieuse, mais j'ai été clair que j'aime quelqu'un d'autre. Emily l'a fixée, toujours méfiante. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que tu me connais. Je pensais te connaître. William s'est rapproché d'elle. Emily, je comprends pourquoi tu ne me fais pas confiance. Je le mérite. Mais laisse-moi te dire toute la vérité. Quelle vérité? À propos de ce qui s'est vraiment passé il y a 17 ans. Emily a hésité mais lui a fait signe d'entrer. La chambre était petite et simple. Emily s'est assise sur le lit. William est resté près du mur. J'ai tout examiné, a-t-il commencé. J'ai parlé à des gens à Brooksville. J'ai lu de vieux rapports de police. J'ai découvert des choses que ma propre famille m'a cachées pendant des années. Quel genre de choses? Mon père a menti sur tout. Ton père ne devait pas d'argent à des usuriers. Il était victime de chantage. Chantage pourquoi? Parce qu'il a découvert que ma famille blanchissait de l'argent à travers de fausses entreprises. Ton père a travaillé comme comptable pour l'une de ces entreprises pendant quelques semaines. Emily a blêmi. Et quand il l'a découvert, il a essayé de le dire à quelqu'un? Il a essayé, mais ma famille l'a découvert en premier. Ils lui ont offert de l'argent pour se taire. Quand il a refusé, ils ont commencé à faire des menaces. Des menaces comme quoi? Ils ont dit qu'ils feraient quelque chose contre toi s'il parlait. Emily a sursauté, bouleversée. Donc, mon père essayait de me protéger? Exactement. Et quand ma famille a découvert notre relation, ils ont vu une opportunité. Quel genre d'opportunité? Utiliser notre relation pour contrôler ton père et me contrôler aussi. Que veux-tu dire? William prit une profonde inspiration. Ils ont tout orchestré, la fausse note, l'argent disparu de mon compte, tout pour nous faire croire que tu m'avais trahi. Mais pourquoi ferait-il cela? Parce que si tu disparaissais et que je croyais que tu m'avais trahi, je cesserais de poser des questions sur où tu étais, et ton père perdrait la motivation de venir me chercher pour me dire la vérité. Emily s'assit à nouveau, essayant d'assimiler tout cela. Et l'incendie? Quand tu as disparu, ton père était désespéré. Il pensait t'avoir perdu pour toujours, alors il a décidé d'aller voir la police et de tout raconter ce qu'il savait. Et ta famille l'a découvert? Ils l'ont découvert, et ils ont engagé des gens pour régler le problème. Ils ont tué mes parents? Emily, je suis tellement désolé. Si j'avais su à l'époque, tu n'étais qu'une enfant. Comment aurais-tu pu savoir? J'aurais dû te faire confiance.
J'aurais dû remettre en question leur histoire. Émilie resta silencieuse pendant un long moment. Et toi? Demanda-t-elle enfin. Que vas-tu faire maintenant? Que veux-tu dire? Ta famille, ton entreprise, ta vie, que vas-tu faire? William s'agenouilla devant elle. Émilie, je ne veux plus rien de cette vie-là. Ne dis pas quelque chose d'aussi insensé. Ce n'est pas insensé. Je ne peux même pas regarder mon père sans ressentir du dégoût. Je ne peux pas travailler pour une entreprise bâtie sur de l'argent sale. William, tu as des employés, des gens qui dépendent de toi. Ils auront toujours leurs emplois. Ils n'auront simplement plus moi comme patron. Que veux-tu dire? William prit ses mains. Je vais transférer ma part de l'entreprise à une fondation, utiliser l'argent pour des causes sociales. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux, et je le ferai. William, tu te retrouveras sans rien. Non, ce ne sera pas le cas. Yetaurai, toi. Émilie se leva et marcha vers la fenêtre. Non tu n'amoras pas. Que veux-tu dire? William, je dois partir. Où? Je ne sais pas, quelque part loin, quelque part où je pourrais découvrir qui je suis quand je ne fuis pas ou que je ne suis pas secouru par quelqu'un. Émilie, pendant 17 ans, j'ai vécu comme une victime, en fuite, me cachant, essayant juste de survivre. Et maintenant, avec toi, je vis comme quelqu'un qui est sauvé. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Le problème, c'est que je n'ai jamais appris à vivre en étant moi-même. William s'approcha d'elle. Tu peux apprendre ici, avec moi. Je ne peux pas, parce qu'avec toi, je serai toujours la fille que tu as sauvée, la fille qui a besoin de protection. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est, et tu te sentiras toujours coupable de ce que ta famille a fait. Tu essayeras toujours de te rattraper. Émilie, je t'aime. Je sais, et je t'aime aussi, mais l'amour ne suffit pas. Pourquoi pas? Émilie se tourna pour lui faire face, les yeux pleins de larmes. Parce que d'abord, je dois apprendre à m'aimer moi-même. Je dois découvrir qui je suis quand je ne suis pas défini par la douleur de mon passé ou l'amour que je ressens pour toi. Et combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais pas. Peut être des mois, peut être des années. Et si, quand tu l'auras compris, tu ne veux plus être avec moi? Alors au moins, nous saurons que c'était un vrai choix, pas juste deux personnes blessées essayant de se guérir l'une l'autre. William resta silencieux un long moment. Je comprends, dit-il enfin. Vraiment? Oui, et je vais attendre. William, tu ne peux pas mettre ta vie en attente pour moi. Je ne la mets pas en attente. Je construis une nouvelle vie, en espérant qu'il y aura encore une place pour toi quand tu seras prête. Émilie s'approcha et toucha doucement son visage. Merci de comprendre. Merci d'être honnête. Ils s'embrassèrent, un baiser d'adieu, doux et triste à la fois. Le lendemain, William convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de Carter et associés. Messieurs, dit-il, regardant chacun dans les yeux, je me retire de mon poste de PDG, et je fais don de toutes mes parts à la Fondation pour l'éducation musicale que je viens de créer. La salle devint complètement silencieuse. Edward Carter se leva, rouge de colère. Es-tu devenu fou? Au contraire, papa, je pense enfin clairement. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Tu l'as détruit quand tu as détruit des vies innocentes. William, la réunion est terminée. Bonne journée, messieurs. William sortit de la salle, laissant le chaos derrière lui. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. 6 mois plus tard, Émilie enseignait le piano dans une école publique à Détroit lorsqu'elle reçut une lettre. Il n'y avait pas d'adresse de retour sur l'enveloppe, mais elle reconnut immédiatement l'écriture. William. À l'intérieur se trouvait une invitation élégante et une lettre manuscrite. Émilie, j'organise un concert de bienfaisance pour collecter des fonds pour le programme musical dans les écoles publiques de Chicago. J'aimerais que tu sois la pianiste principale. Je sais que tu construis ta propre vie maintenant, et je respecte cela, mais ce concert pourrait aider des centaines d'enfants à accéder à la musique. J'espère que tu y réfléchiras. Avec amour, William. Émilie lut la lettre 3 fois. Au cours des 6 derniers mois, elle avait travaillé dur pour construire une vie à elle. Elle avait loué un petit appartement, trouvé un emploi dans une école, et voyait une thérapeute pour gérer son traumatisme passé. Et ça fonctionnait. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait entière. Mais elle pensait à William tous les jours. Mademoiselle Thompson, interrompit l'une de ses élèves, Lily, ça va? Oui, ma chérie. Je viens de recevoir une nouvelle intéressante. Une bonne ou une mauvaise nouvelle? Émilie sourit. Je ne sais pas encore. Ce soir-là,
Emily appela le numéro sur l'invitation. Allô? La voix de William fit battre son cœur. C'est moi, Emily. Il semblait véritablement surpris. Tu as reçu la lettre? Oui. Et? Pourquoi moi? Il y a de bien meilleurs pianistes à Chicago. Parce que tu comprends le projet. Tu sais ce que ça signifie de donner de la musique à des enfants qui n'ont jamais eu cette chance. William, je n'ai pas joué professionnellement depuis des années. Tu joues tous les jours à l'école pour des enfants de 8 ans, pas pour un public de gala. Emily, je te fais plus confiance qu'à n'importe quel pianiste professionnel. Emily Hechita. Quand est le concert? Dans 3 semaines, au City Theater. City Theater? Emily sait au fa presque. William, c'est le théâtre le plus important de la ville. Je sais, et tu vas être parfaite. Tu es faux. Peut être. Tu acceptes? Emily prit une profonde inspiration. D'accord, mais uniquement pour la cause, pour les enfants. Bien sûr, juste pour la cause. Et William? Oui? Ça ne change rien entre je sais. Au cours des 3 semaines suivantes, Emily se prépara intensément. Elle choisit 3 pièces. Une classique, une contemporaine, et une qu'elle avait écrite des années auparavant. Elle retourna à Chicago 2 jours avant le concert et séjourna dans un hôtel. William offrit son appartement, mais elle refusa. Elle avait besoin de garder une certaine distance émotionnelle. Le soir du concert, Emily arriva au théâtre 2 heures avant le début. L'endroit était décoré de fleurs blanches et de lumière douce. C'était élégant mais chaleureux. Emily. William apparut en coulisses, élégant dans un smoking noir. Comment te sens-tu? Nerveuse. Tout va bien se passer. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que tu es né pour ça. Emily le regarda, ressentant l'étincelle familière entre eux. William, tu sembles différent. Différent comment? Plus léger, plus heureux. C'est ce qui arrive quand on arrête de porter des mensonges. Comment va ta famille? Mon père ne me parle plus. Ma mère m'appelle en secret parfois. Mon frère pense que j'ai perdu la tête. Tu le regrettes? Regretter d'avoir fait ce qui est juste? Jamais? Le théâtre commença à se remplir. Emily jeta un coup d'œil à travers le rideau et vit des centaines de personnes bien habillées prendre leur place. Mon Dieu, murmura-t-elle. Il y a tellement de monde. Nous avons collecté plus d'un demi-million de dollars rien qu'avec la vente des billets, dit William avec fierté. Un demi-million? Et les dons de la vente aux enchères devraient dépasser le million. William, c'est incroyable. C'est le pouvoir de la musique, et de la bonne personne pour la jouer. Le concert commença à 20h précises. Emily monta sur scène et s'assit au piano à queue, brillant sous les projecteurs. Le théâtre était complètement silencieux. Elle commença avec Chopin. Les premières notes coulèrent de ses doigts comme de l'eau. La musique remplit chaque coin de la salle, touchant chaque cœur dans le public. Quand elle termina, la foule éclata en applaudissements. La deuxième pièce était contemporaine, pleine d'énergie et de passion. Emily se perdit dans la musique, oubliant où elle était, oubliant la foule. Des applaudissements encore plus retentissants. Mesdames et messieurs, la voix de William retentit à travers les haut-parleurs. Avant la dernière pièce, j'aimerais dire quelques mots. Emily le regarda, confuse. Ce n'était pas au programme. William monta sur scène avec un micro. Ce soir n'est pas seulement à propos de la musique, commença-t-il. C'est à propos des secondes chances, de la vérité, de l'amour qui survit au temps et aux mensonges. Emily sentit son cœur s'accélérer. Il y a quelques mois, j'ai découvert que ma famille avait fait des choses terribles. Ils ont ruiné des vies innocentes pour protéger des secrets sordides. Un murmure discret parcourut le public. Et l'une des vies qu'ils ont détruites est celle de la femme au piano ce soir. Tous les regards se tournèrent vers Emily. Emily Thompson a perdu sa famille à cause de l'avidité de ma famille. Elle a été forcée de vivre comme une fugitive pendant 17 ans, et pendant tout ce temps, j'ai cru à un mensonge. William, murmura Emily, mais le micro capta sa voix. Emily, je suis désolé d'avoir cru en eux, de ne pas t'avoir fait confiance, pour toutes les années que nous avons perdues. Des larmes coulèrent sur le visage d'Emily. Et à tous ceux présents ce soir, continua William, je veux que vous sachiez que j'ai donné toute ma fortune pour soutenir des programmes d'éducation musicale, car j'ai appris que l'argent sale n'apporte pas le bonheur, mais la musique guérit tout. Le public était complètement silencieux. Emily, William se tourna vers elle, je t'aime. Je t'ai toujours aimé, et si tu me le permets, je veux passer le reste de ma vie à rattraper le temps perdu. Emily se leva du banc du piano, tremblante. William, tu ne peux pas faire ça ici,
devant tous ces gens. Si, je peux, parce que je veux que le monde entier sache que tu es la personne la plus importante dans ma vie. Tout est faux. Je le suis, fou de toi. Le public commença à applaudir. Emily regarda toutes ces personnes, puis William. La dernière pièce, dit-elle doucement, est pour toi. Elle retourna au piano et commença à jouer la chanson qu'elle avait écrite à 17 ans, la musique qu'elle jouait en pensant à William pendant ces nuits froides dans la rue. C'était une mélodie triste mais belle, pleine de nostalgie et d'espoir. Quand elle termina, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement le silence, le genre de silence qui survient quand quelque chose de sacré vient d'être partagé. Puis, lentement, une personne commença à applaudir, puis une autre. En quelques secondes, tout le théâtre était debout, applaudissant. Emily s'éleva et salua. Alors que le théâtre commençait à se vider, William s'approcha d'elle. Emily, c'était magnifique, dit-il, encore ému. Le concert, ton discours. Tout. Alors, tu me pardonnes? William, je t'ai pardonné il y a longtemps. Et veux-tu réessayer, toi et moi? Emily le regarda dans les yeux. Oui, mais d'abord, je dois finir quelque chose. Quoi? Je dois retourner à Détroit, terminer le semestre avec mes enfants. Et après ça? Après ça, on verra. William Sowrit. Puis-je te rendre visite? Oui. Puis-je t'appeler tous les jours? Oui. Puis-je t'aimer de loin jusqu'à ce que tu sois prête? Emily s'approcha et lui donna un doux baiser. Oui. Mais quand William alla chercher la voiture, Emily était déjà partie. Elle n'avait laissé qu'une note. William, merci pour la plus belle nuit de ma vie, mais j'ai encore besoin d'un peu de temps. Avec amour, Emily. William sourit, et mit la note dans sa poche. Cette fois, il ne paniqua pas. Cette fois, il comprit, et cette fois, il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. 3 semaines passèrent après le concert. William essayait d'appeler Emily tous les jours, mais son téléphone était toujours éteint. Il envoya des fleurs à l'hôtel où elle séjournait, mais découvrit qu'elle avait déjà quitté les lieux. Il engagea des détectives pour la retrouver, mais Emily avait disparu sans laisser de traces. M. Carter, dit James, son ancien assistant, pendant un déjeuner, peut être qu'il vaut mieux accepter qu'elle a besoin d'espace. Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Et si elle ne veut pas être trouvée? William soupira. Alors je respecterai ça. Mais au fond de lui, il ne pouvait pas arrêter de chercher. La 4e semaine, il reçut un appel d'un détective. M. Carter, j'ai trouvé Emily Thompson. Le cœur de William s'accéléra. Où est-elle? Dans une petite ville appelée Riverside, à 2 heures de Chicago. Elle travaille dans une école publique comme professeure de musique. Vous êtes sûr? Absolument. Elle a loué un appartement et est enregistrée comme employée à l'école élémentaire de Riverside. William nota l'adresse. Mercy. Monsieur, puis-je faire une suggestion? Allez-y. Peut-être devriez-vous réfléchir attentivement avant d'y aller. Si elle a voulu disparaître, c'est qu'elle a besoin de temps. William raccrocha et fixa l'adresse pendant 1 heure. James avait raison. Le détective avait raison. Mais il avait besoin de la voir, même de loin, juste pour s'assurer qu'elle était heureuse. Le lendemain, William conduisit jusqu'à Riverside. C'était une petite ville accueillante. Des maisons simples, des rues bordées d'arbres, le genre d'endroit où tout le monde se connaît. L'école était au centre de la ville, un bâtiment ancien mais bien entretenu avec une cour de récréation colorée et des enfants jouant dans la cour. William se gara de l'autre côté de la rue et attendit. À 15h30, il vit Emily sortir du bâtiment. Elle semblait différente, plus légère. Elle portait une robe simple et colorée, les cheveux détachés, et elle souriait à un groupe d'enfants qui la suivaient jusqu'au portail. « Au revoir, mademoiselle Emily !» crièrent les enfants. « Au revoir, mes chéris. N'oubliez pas de pratiquer. » William regarda Emily marcher dans la rue jusqu'à un petit appartement à quelques pâtés de maison. Elle saluait les voisins, s'arrêtait pour caresser un chien, acheter des fruits dans une petite boutique. Elle semblait heureuse, vraiment heureuse. William resta là, observant de loin pendant 3 jours consécutifs. Chaque matin, Emily se rendait à l'école. Chaque après-midi, elle revenait, souriante. Le samedi, elle donnait des cours de piano privés chez elle. Le dimanche, elle jouait à l'église locale. Elle avait construit une vie simple mais réelle. Le 4e jour, William rassembla son courage et traversa la rue. Il frappa à la porte de l'appartement d'Emily à 19H. Quand elle ouvrit la porte, son visage passa par plusieurs émotions,
surprise, joie, peur. William, comment as-tu? Je suis désolé. Je sais que tu as besoin d'espace. J'avais juste besoin de voir si tu allais bien. Emily resta à la porte, incertaine de quoi dire. Vas-tu bien? Demanda-t-il. Oui, je vais bien. William saw it. Alors c'est tout ce qui compte. William Emily, je ne suis pas venu ici pour te mettre la pression ou te convaincre de revenir. Je voulais juste te voir heureuse. Et maintenant que tu l'as vue, maintenant, je peux partir en paix. Emily fronça les sourcils. Tuesday Pars? Oui. Tu as construit quelque chose de magnifique ici. Je ne veux pas m'immiscer. Mais Emily hésita. Tu ne veux pas entrer, prendre un café? J'en ai envie, mais je ne le ferai pas. Pourquoi pas? Parce que si j'entre, je voudrais rester, et tu dois être sûr de ce que tu veux avant de me laisser rester. Emily le regarda longuement. William, tu as changé. Que veux-tu dire? Tu respectes mon espace. Tu n'essaies pas de me convaincre de quoi que ce soit. J'ai appris quelque chose ces derniers mois. Quel genre de chose? Que le véritable amour signifie parfois laisser partir quelqu'un, même si ça fait mal. Et es-tu prêt à me laisser partir? William prit une profonde inspiration. Si c'est ce que tu veux, oui. Emily sentit ses yeux se remplir de larmes. Et si ce n'est pas ce que je veux? Alors tu me le diras quand tu seras prête. William recula un pas. Emily, tu es magnifique, rayonnante. C'est comme ça que j'ai toujours espéré te voir. William, je t'aime. Je t'aimerai toujours, mais je veux que tu sois heureux, même si cela signifie sans moi. Il se tourna pour partir. William, attends. Il s'arrêta mais ne se retourna pas. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'as-tu fait depuis que tu as tout abandonné? Je travaille pour une association à but non lucratif qui enseigne la musique à des enfants défavorisés. Je ne gagne pas beaucoup, mais c'est le travail le plus gratifiant que j'ai jamais eu. Tu le regrettes? Jamais. Et es-tu heureux? William se tourna pour la regarder. Je suis plus heureux que lorsque j'étais riche, mais je ne suis pas complet. Pourquoi pas? Parce que la personne que j'aime n'est pas avec moi. Emily descendit les 2 marches à l'entrée et se tint devant lui. William, j'ai quelque chose à confesser. Va-c'est. Je n'ai pas disparu parce que je ne t'aime pas. J'ai disparu parce que je t'aime trop, et j'avais peur que mon amour ne soit qu'une dépendance émotionnelle. Et maintenant? Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. J'ai passé 4 mois à construire une vie à moi. J'ai fait des amis, j'ai trouvé un but, je suis devenu une personne entière. Et même en tant que personne entière, je t'aime encore. Je veux toujours de toi dans ma vie. William s'approcha d'elle. Es-tu sûr? Complètement. Emily, je ne veux pas que tu abandonnes la vie que tu as construite ici, et je ne veux pas que tu abandonnes le travail que tu as trouvé là, bas. Alors, que faisons-nous? Emily sourit. Nous le découvrons ensemble. William était sur le point de répondre quand Emily fit quelque chose qui le prit complètement par surprise. Elle prit son visage entre ses 2 mains et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux. C'était désespéré, rempli de 4 mois de désir. Quand ils se séparèrent, ils pleuraient tous les deux. Tu m'as manqué chaque jour, murmura Emily. Tu m'as manqué aussi. Nous ne serons plus jamais séparés. Plus jamais. William la souleva du sol et la fit tourner, tous deux riant et pleurant en même temps. Emily, veux-tu m'épouser? Tout de suite, demain, quand tu veux. Emily le regarda dans les yeux. Oui. Et pour la première fois en 17 ans, il savait que rien ne pourrait plus jamais les séparer. 2 ans plus tard, le soleil du matin traversait les grandes fenêtres d'un bâtiment qui était autrefois une usine abandonnée. Maintenant, les murs résonnaient d'échelles de piano, d'accords de guitare et de rires d'enfants. L'école de musique Harmonie était devenue une réalité. Emily parcourait les couloirs, observant les salles de classe où des dizaines d'enfants entre 8 et 18 ans apprenaient des instruments. Certains venaient de familles pauvres, d'autres étaient orphelins, tous avaient une chose en commun. Ils avaient trouvé dans la musique une façon de rêver d'un avenir meilleur. Mademoiselle Emily, cria Liam, un garçon de 10 ans. J'ai joué toute la chanson sans me tromper. C'est merveilleux, Liam, sourit Emily, lui ébouriffant les cheveux. Maintenant, tu peux l'apprendre à Mia. Elle a du mal avec le même morceau. Vraiment? Bien sûr. Enseigner est l'une des meilleures façons d'apprendre. Le garçon partit en courant, excité par sa nouvelle responsabilité. Emily posa doucement sa main sur son ventre, qui commençait déjà à se voir. Enceinte de 4 mois, elle et William avaient hâte de rencontrer le bébé qui arriverait en hiver.
Comment vont mes deux personnes préférées? William apparut derrière elle, l'enlaçant chaleureusement. Nous allons bien. Le bébé donne beaucoup de coups aujourd'hui. Ce doit être un musicien né. Ou un danseur. Ils rent. Au cours des 2 dernières années, ils avaient construit non seulement une école mais une famille. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple à l'église de Riverside, avec les enfants de l'école comme seuls témoins. Tout est prêt pour l'événement d'aujourd'hui? Demanda Emily. Tout est en place. La presse arrivera à 14h, les donateurs à 15h, les performances commenceront à 6h. Tu es nerveux? Un peu? C'est notre premier grand événement de collecte de fonds. Si tout se passe bien, nous pourrons ouvrir 2 autres branches de l'école. Ça va bien se passer. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que quand les gens verront ce que nous avons fait ici, ils voudront le soutenir. William embrassa le haut de sa tête. Je t'aime. Je t'aime aussi. L'événement commença en fin d'après-midi. L'auditorium de l'école était rempli d'hommes d'affaires, de politiciens, de journalistes et des familles des enfants. Emily était en coulisses, aidant les enfants à se préparer pour leur performance, quand elle vit quelqu'un qui lui fit arrêter son cœur. Edward Carter, le père de William, se tenait à l'entrée de l'auditorium, portant un costume simple et tenant un paquet. « William, » dit Emily doucement. « Ton père est là. » William regarda dans la direction qu'elle indiquait et se tendit immédiatement. « Que veut-il? » « Je ne sais pas, mais peut-être devrais-tu lui parler? » « Emily, je ne veux pas de dispute à l'événement des enfants. » « Qui a dit qu'il y aura une dispute? » William hésita, puis marcha vers son père. « Salut, papa. »« William. » Edward semblait plus vieux, plus fatigué. « Puis-je te parler? Ce n'est pas le bon moment. »« S'il te plaît, juste 5 minutes. » William regarda Emily, qui lui fit un petit signe de tête pour continuer. Ils sortirent dans la cour de l'école. « Que veux-tu? » demanda William. « M'excuser. » William cligna des yeux, surpris. « T'excuser? Pour les 20 dernières années, pour tous les mensonges, pour avoir détruit des vies innocentes, pour avoir presque ruiné ta vie aussi? »« Papa, laisse-moi finir, » dit Edward, levant la main. « J'ai passé les 2 dernières années à te regarder construire quelque chose de magnifique, quelque chose d'honnête, et j'ai réalisé que tu es devenu l'homme que je n'ai jamais réussi à être. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je paye pour tout, William. » Le monde sembla s'arrêter. Quoi? Cancer. Les médecins m'ont donné 6 mois. C'est pourquoi je suis ici. Je veux faire la paix avec toi avant de partir. William s'assit sur un banc, abasourdi. Papa, tu n'as rien à dire. Je veux juste que tu saches que je suis fier de toi, de l'homme que tu es devenu, de la famille que tu as construite. Edward lui tendit le paquet. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps. William ouvrit le paquet. À l'intérieur se trouvait une vieille boîte à musique. Quand il l'ouvrit, la mélodie qui joua était la même qu'Emily jouait quand ils étaient adolescents. Comment as-tu? Elle appartenait à la mère d'Emily. J'ai réussi à la récupérer dans les décombres de la maison après l'incendie. Je l'ai gardée toutes ces années, attendant le bon moment pour la rendre. William regarda la boîte à musique. Ému. Papa, merci. Non, merci à toi, pour m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Ils s'enlacèrent, pour la première fois depuis des années. Quand ils retournèrent à l'auditorium, les performances avaient déjà commencé. William trouva Emily et lui tendit la boîte à musique. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-elle. « C'était à ta mère. » Emily ouvrit la boîte et entendit la mélodie familière. Des larmes coulèrent sur son visage. « Comment l'as-tu eu? Mon père l'a gardée toutes ces années. » Emily regarda Edward, qui était assis au dernier rang, et lui fit un signe de la main. Il répondit par un sourire. La performance finale de la soirée fut celle d'Emily. Elle monta sur scène, s'assit au piano et commença à jouer la même mélodie que la boîte à musique, la mélodie qui les avait réunis, William et elle, quand ils étaient jeunes, la mélodie qu'il avait soutenue pendant les années les plus difficiles, la mélodie qui serait maintenant transmise à une nouvelle génération. En jouant, Emily regarda le public. Elle vit William, ses mains doucement posées sur son ventre. Elle vit Edward, pleurant silencieusement. Elle vit des dizaines d'enfants qui avaient maintenant une chance de rêver, et elle sut qu'elle était exactement là où elle était toujours destinée à être. Quand elle termina de jouer, il y eut un silence complet, puis lentement, un enfant commença à applaudir, puis un autre. En quelques secondes, tout l'auditorium était debout, applaudissant. William monta sur scène et embrassa Emily. « Merci, murmura-t-il.
Pourquoi? Pour m'avoir montré que la musique peut tout guérir. Émilie sourit et posa sa main sur son ventre. Notre fille naîtra dans un monde plein de musique. Comment sais-tu que c'est une fille? Intuition de mère. Et quel nom veux-tu lui donner? Émilie regarda la boîte à musique posée sur le piano. Mélodie. Mélodie Carter. Parfait. Et à cet instant, avec la mélodie encore résonnant dans l'air, Émilie sut qu'elle avait trouvé sa fin heureuse. Ce n'était pas la fin qu'elle avait rêvée adolescente. C'était mieux. Parce que cette mélodie, née dans le passé, portait maintenant un avenir que personne ne pourrait jamais faire taire.